Bienvenue à cette table ronde, l'ENIT, regard sur les jeunes à la marge, en marge. On s'est beaucoup interrogé sur ce titre. Ces jeunes, en tout cas, sont trop souvent invisibles. Les repérer, créer un lien de confiance, les amener vers des dispositifs d'accompagnement, ça, c'est vraiment des défis majeurs qu'on a à relever. Notre échange aujourd'hui va permettre justement d'abord de mieux cerner qui sont ces jeunes, puis de comprendre comment agir. Chacun dans sa sphère évidemment, et ensemble aussi sur un territoire pour leur redonner accès à l'autonomie et aussi à l'insertion derrière, puisque c'est l'objectif. Avant de débuter cette table ronde, je vais vous présenter les participants et les remercier évidemment d'avoir accepté cette invitation. Donc, je suis accompagnée de Johanna Rubio, qui est docteure de l'école des hautes études en sciences sociales, en anthropologie sociale et historique. Ses travaux, en particulier autour de l'être et du faire gitan, mobilisent aussi bien la linguistique que l'observation de terrain. Elle nous en fera part tout au long de cette table ronde. J'ai avec nous également Élise Werner, qui est une collègue de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Elle est ingénieure statistique et elle est chargée de l'Observatoire de l'illettrisme et de l'électronisme que nous avons à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Merci d'être venue. Nous avons également Clémence Santinon, chargée d'études au CARIFOREF Occitanie, qui a travaillé notamment sur l'enquête illettrisme-électronisme en pauvreté et pauvreté en Occitanie. Et nous avons à mes côtés Badr Essaouissi, qui est chef de projet pour les publics très éloignés de l'emploi à la DRETS Occitanie. Merci à vous quatre infiniment d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Et on va commencer d'abord avec une première question qu'on se pose tous, c'est qui sont ces jeunes, qu'on puisse prendre en fait le temps de définir de qui nous parlons exactement. Donc Johanna, tu es anthropologue, on a décidé de se tutoyer, je le dis parce qu'on se connaît aussi en dehors, c'était un peu compliqué. Tu es anthropologue et tu as travaillé au plus près des jeunes marginalisés, parfois même en vivant avec eux. Selon toi, qui sont ces jeunes que l'on dit à la marge ou en marge ? Alors, la première chose, c'est qu'il va falloir s'interroger sur justement ce terme de marge, en marge ou à la marge ou surtout marginalisé. Parce que, au final, c'est une désignation qui reste très, très problématique. C'est-à-dire que, en fait, de quelle marge est-ce qu'on parle ? Est-ce qu'on parle de marge politique ? Est-ce qu'on parle de frontières ? Est-ce qu'on parle de choses qui sont quand même territoriales ? Est-ce qu'à l'image de Parc, on va parler d'hybride culturel, comme il disait ? Est-ce qu'on va parler de déviance, de groupes marginaux ou encore de minorités ethniques, entre guillemets ? La seule chose, c'est que quand on parle aussi de marginalisé, de marginalité, etc., on oscille en fait constamment entre la déviance mais aussi la transgression. Et effectivement, déviance et transgression, c'est pas des choses qui vont s'exclure l'une l'autre. Au contraire, c'est plutôt des choses qui vont fonctionner ensemble. Et surtout dans l'approche anthropologique, en fait, quand on va parler de mise à la marge, d'exclusion entre guillemets, parce qu'on part du principe que l'exclusion n'existe pas, et en fait, c'est parce qu'on a transgressé un tabou ou transgressé un interdit, et que la sanction est cette mise à la marge, etc. Donc la question, c'est ces marges, est-ce que c'est sur les périphéries ? Est-ce qu'on est sur des dimensions politiques ? Parce qu'il y a une dimension et des dimensions politiques qui sont quand même très importantes, on va le voir ensuite. Est-ce que c'est des dimensions morales ? Est-ce qu'on est sur des processus de désengagement, d'engagement politique, etc. De quoi on parle quand on parle de marge ? Donc en anthropologie, on essaie de résoudre un petit peu ça de façon très facile, on dirait oui, c'est qu'on ne va pas parler de marginalité parce qu'on serait sur un résultat, mais on va parler de marginalisation parce qu'on est sur les mécanismes ou sur les processus. Et du coup, ce qui nous intéresse à nous, c'est de rendre compte de tous les rapports qui existent entre le centre et non pas la périphérie, mais les périphéries, parce qu'il y a plusieurs périphéries, et donc de savoir en fait comment je suis démarquée, mais aussi comment je me démarque. C'est-à-dire qu'on part du principe que ces processus de marginalisation
marginalisation peuvent être subis, et ils sont parfois et souvent subis, mais ils peuvent aussi être choisis. Et ça, on le verra notamment avec les collectifs gitans auprès desquels j'ai travaillé et je travaille encore. Donc la question qui se pose, c'est aussi comment je joue avec ces marges-là, surtout quand je suis, et ça vaut pour les jeunes ruraux et les collectifs gitans ou les jeunes gitans, quand je suis socialement et politiquement construit et mise à la marge par tout un processus politique et social. Merci pour ces précisions. Mais du coup, est-ce qu'on peut parler de la jeunesse comme un tout, ou est-ce qu'il faut distinguer plusieurs réalités ? Alors, vaste question aussi. C'est bien, vous êtes venus pour répondre à des questions super vastes, enfin pour écouter les réponses. La jeunesse, alors c'est un stade de la vie qui est ultra complexe à définir parce que c'est super large et on aurait tendance en fait à le limiter par un âge qui est un âge biologique et par ce qu'on appelle au sens démographique du terme une cohorte. Donc on va parler des 15-30, des 18-30, etc. Et ça, pour nous, ça ne nous semble pas véritablement pertinent parce qu'on va faire une différence entre l'âge social et l'âge biologique. L'âge social, et souvent ça ne colle pas âge social et l'âge biologique. En fait, ce qui est intéressant de voir, ce n'est pas à partir de quel âge, mais c'est à partir de quel stade je vais pouvoir entrer dans certaines fonctions. Donc au final, ça veut dire que ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelles sont les conditions d'entrée dans ces stades de la vie. Donc on appelle enfance, petite enfance, jeunesse, âge adulte ou maturité et vieillesse. Et surtout, quels sont les comportements ou les attentes sociales qui sont associés en fait à ces stades de la vie. Ce qui fait que c'est quelque chose quand même de très flou et ça reste très flou. Si je prends un exemple tout bête, on pourra dire d'une personne de 40 ans que c'est un jeune parent, mais un vieil étudiant. Donc on voit bien en fait que ça reste peu pertinent cet âge biologique et ses cohortes, etc. En tout cas pour l'anthropologie. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une adéquation entre les fonctions, et l'âge. La seule chose qui est sûre, c'est que la jeunesse, partout, ça reste une construction sociale et culturelle, et qu'en fonction d'une appartenance à un système socio-culturel, on ne sera pas jeune, entre guillemets, à un même âge biologique. Alors effectivement, et ça c'est une évidence et je ne vais rien vous apprendre encore une fois, c'est qu'il n'y a pas une jeunesse, mais on va trouver des jeunesses. Parce que donc selon des appartenances à des systèmes socio-culturels, selon des appartenances à des territoires, selon des appartenances à des localités, donc des appartenances locales qui sont forcément bien marqué. Donc ça veut dire que quand on parle de jeunesse, on parle de jeunesse au pluriel parce que ça fait référence à des parcours qui sont quand même ultra différenciés et qui sont surtout façonnés et conditionnés par les inégalités sociales, par les inégalités culturelles, par les inégalités territoriales. Mais ça nous amène aussi, et ça c'est quand même ultra important, à venir souligner que les jeunes sont aussi des acteurs qui créent certaines formes culturelles entre guillemets, et des formes culturelles, toujours entre guillemets, qui peuvent aussi venir contester les normes dominantes. Donc je vais donner un peu une approche macro et micro de cette jeunesse. Si on prend la jeunesse globalement en France, donc ce stade-là, et c'est Cécile Van de Velde qui l'a très bien démontré, on a un passage à l'âge adulte qui est beaucoup plus long et surtout qui est ultra dépendant de l'État et de la famille, et c'est ce qu'elle appelle un modèle familialiste au final de la jeunesse. C'est-à-dire qu'on a plusieurs étapes dans cette jeunesse. Donc il y aurait l'étape des études, l'étape de trouver un emploi, ensuite je quitte mes parents, je me mets en couple, je me marie, j'ai des enfants et j'achète une maison. Sauf que ça paraît complètement aberrant, se dire « Oh, les représentations, c'est pas bien ». Sauf que ces étapes-là, et c'est surtout cet ordre
là, et ben en fait, c'est venu créer une norme implicite qui est la norme du bien grandir ou du bon jeune ou du bon adulte. Parce qu'en plus, on est en France, et pas qu'en France, hein, il y a beaucoup d'autres pays où c'est le cas, mais on est dans une norme qui est adultocentrée, c'est-à-dire qu'on va demander aux jeunes rapidement d'être responsables, de s'émanciper, d'être autonomes, etc. Alors, des mots qui sont des mots valises, en fait, et on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais ça reste très, très, très problématique. Donc, il faut grandir pour bien devenir adulte, et il faut cocher les cases en fait dans le bon ordre. Alors, si on piétine, si on régresse, etc., il y a quelque chose qui ne va pas dans ce processus-là. Il y a un fort ancrage familial aussi, et il y a souvent un manque de l'État-providence, toujours entre guillemets, qui va être pallié par la famille, justement, et par les solidarités privées. Donc cet État-providence, il est quand même important, il est quand même protecteur. Le souci, c'est qu'il est très rigide. Très rigide, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va offrir des protections, hein, que ce soit des allocations, des bourses, les aides au logement, tout ce que RSA, tout ce que vous voudrez. Sauf que ces dispositifs-là sont quand même fortement conditionnés par l'âge, par le statut. Alors, il faut avoir un statut étudiant, chômeur, actif, parent, etc. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et par la situation familiale aussi. Donc ça veut dire qu'on a un système français qui est clairement structuré autour de l'âge et des classes d'âge et de statuts qui sont clairement définis. Et ça contribue aussi à rendre le passage à l'âge adulte beaucoup plus long, beaucoup plus lent, surtout pour ceux qui ne rentrent pas dans les cases, donc ces fameux jeunes à la marge, entre guillemets. Donc si je prends l'exemple tout bête d'un jeune qui va alterner les petits boulots, les formations qui ne sont pas reconnues, etc., et ben en fait, de fait, il est hors de ces aides-là. Donc, faut quand même pas oublier aujourd'hui qu'on a une jeunesse qui a tendance à renégocier sa place au sein de la société et à résister. Et cette résistance, elle peut, on le verra après, parfois être douce. Et puis, c'est une jeunesse aussi qui est confrontée à des mutations sociales et à des crises sociales qui sont quand même ultra fréquentes, que ce soit du point de vue économique, écologique, symbolique, etc. Et donc, tout ça a quand même contribué à développer une certaine capacité d'adaptation, de créativité et de résistance chez les jeunes. Ce qui fait qu'on a chez ces jeunes-là aussi une certaine méfiance, entre guillemets, envers les institutions et des engagements qui sont plutôt alternatifs, avec la création de collectifs plutôt autogérés, avec la mobilisation sur les réseaux sociaux. On verra ça aussi un peu plus tard. Et donc, ça donne naissance à un repositionnement de cette jeunesse dans la société. Donc, avec un nouveau rapport au travail, le fameux Génération Z, en disant quand on les emploie, ils ne veulent pas travailler le samedi ni le dimanche et ni finir à 20h30. Bah ouais. Donc rapport au travail, rapport au pouvoir qui change, rapport à la consommation, rapport aussi à la consommation qui va changer. Et il y a un rapport au numérique. Et ce rapport au numérique, il est quand même ultra important. C'est-à-dire qu'il est assez paradoxal et double. D'un côté, on va avoir le numérique un petit peu dangereux avec harcèlement, tout ce que vous voudrez, tout ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi le numérique comme un espace d'expérimentation collective, puisque c'est là où on va retrouver aussi des réseaux militants, c'est là où on va retrouver des contenus et la création de contenus culturels, c'est là où on va retrouver aussi tout ce qui est solidarité entre guillemets virtuelle, etc. Donc ça c'est quand même important à venir souligner. Donc ça, c'est pour une vision un peu macro de la jeunesse en France. Et sur le micro, je vais prendre l'exemple de ce que je connais. Et donc l'exemple des gitans. Et je vais faire focus sur les filles. Non pas que j'ai pas travaillé sur les garçons, mais c'est juste pour parler sur les filles. Donc chez les gitans, il existe en fait des stades à franchir pour grandir. Et ces stades ont chacun une appellation. Et à chaque appellation sont liées des attentes sociales en matière de comportement. Par exemple, de 0 à 6 ans, on va dire... Alors,
Juste une petite précision, c'est que quand on travaille auprès des gitans, moi j'ai travaillé et je travaille toujours auprès des gitans de Berriac à côté de Carcassonne, ce que je dis n'est souvent valable que pour ce collectif-là, et la montée en généralité, elle est très complexe. Donc si ça se trouve, ce que je dis, c'est sûrement le cas, pour ceux qui sont au contact de ces populations, ça ne va pas vous parler. Mais en tout cas, voilà, pour les gitans de Berriac, c'est comme ça. Donc sur ces fameuses tranches d'âge et sur ces classes d'âge, d'abord on est ce qu'ils appellent une kitour, c'est-à-dire un enfant de 0 à 6 ans. Et quand on a un enfant de 0 à 6 ans, on est en dehors de la sphère du respect, c'est-à-dire que je vais avoir loisir de me comporter, de mal me comporter, entre guillemets, pour la société environnante. Donc, parce que tout simplement, tout ce que je peux faire, tout ce que je peux dire, ça n'a aucune incidence. Il n'y a pas de rôle un petit peu, de dimension performative, que ce soit sur le corps, ou que ce soit dans la façon de parler. Donc je peux me rouler par terre, je peux faire pipi dans la cuisine, je peux insulter mon grand-père sans qu'il y ait aucune incidence. Voilà, ce qui donne aussi des images d'enfants rois en disant « Oh, ces enfants sont mal élevés ». Eh ben non. Ensuite, donc en fait, on laisse simplement leur gitanité éclore. C'est à eux à découvrir quelle est cette gitanité et on les laisse faire. Un autre exemple sur ces enfants-là, c'est que très tôt, par exemple, on va rechercher chez les filles, dès la naissance, l'œil malin. Donc l'œil malin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les filles, elles seraient beaucoup plus fines et beaucoup plus intelligentes que les garçons, donc beaucoup plus à surveiller. Parce que au final, peut-être que voilà. Donc, mais pareil, après, elles ont toute liberté de se comporter aussi mal que les garçons à cet âge-là. À l'âge de 6 ans, on va changer de statut, on va devenir des naïs et des naïs, donc des filles et des garçons. Et là, on va entrer dans la sphère du respect, donc pour que l'on doit marquer à ses parents et au collectif gitan de manière générale. Et on va entrer dans la sphère de la politesse, pour les non-gitans, ce qu'ils appellent et ce qu'on appelle les pailloux. Et au final, chose qui est aussi importante, c'est que quand j'entre dans la politesse et à la fois dans le respect, souvent je vais entrer dans des attentes qui vont s'opposer aux attentes de l'école, par exemple, et qui vont s'opposer aux attentes de notions de réussite scolaire, d'échec scolaire qu'on ne va pas retrouver parce que c'est absolument pas pris en compte. À partir de 11 ans, on le verra avec les pratiques d'écriture, on devient des fadrines. Donc en gros, c'est des jeunes filles, si je traduis de façon littérale, jusqu'à 16 ans. Et après, on va devenir des pipes vertes, littéralement des sexes verts, jusqu'à l'âge du mariage, où après, une fois qu'on est marié, on devient des femmes et on a un véritable statut. Et ce qui va nous donner le véritable statut de femme, c'est la naissance du premier enfant, où là, on va devenir des locutrices véritables et où c'est à ce moment-là que nos paroles et que nos actes auront du poids. Donc on voit qu'un agencement comme ça de l'éducation au final des enfants gitans, si je fais un comparatif avec ce qui se passe dans la société environnante, ça laisse à penser que toutes les catégories de petite enfance, d'enfance, d'adolescence, de jeunesse, d'âge adulte, etc., c'est pas quelque chose, c'est plutôt quelque chose de pauvre et plutôt quelque chose de vague parce que ça renvoie pas à grand chose. Puis surtout, c'est que les critères de définition de ces catégories, elles sont quand même très relatives à l'âge et elles sont confiées à l'État. Elles sont confiées à l'État et elles sont aussi confiées à l'éducation nationale, puisque souvent, tu vas entrer à l'école, la petite section, c'est important, 3 ans, le CP, le CM1, etc. Donc on a plutôt des classes d'âge qui sont calquées au final sur les classes, oui ça s'appelle une classe d'ailleurs, sur les classes au niveau défini par les programmes nationaux de l'éducation nationale, mais c'est aussi le cas pour la justice qui va définir la frontière entre mineurs, entre majeurs, et aussi par tout le travail social avec 16 ans, 25 ans, 60 ans, etc. Merci beaucoup. On voit bien en fait qu'il y a différentes jeunesses, que c'est pas si simple finalement à aborder cette thématique. On a bien eu le côté qualitatif avec ton intervention. On va passer avec nos collègues statisticiens sur la partie plutôt
quantitative pour que vous puissiez un petit peu nous caractériser du coup cette jeunesse. Alors avec Clément et Élise, on va avoir une vision à la fois nationale au niveau des chiffres et une vision régionale plutôt avec Clément, et ils vont intervenir ensemble. Je vous laisse la parole. Merci Véronique, bonjour à tous. Alors avec Élise, comme vient de le dire Véronique, on va vous présenter quelques constats chiffrés, donc des statistiques à la fois sur les jeunes, sur les compétences de base chez les jeunes, alors à l'écrit et un calcul, et puis des éléments supplémentaires sur les jeunes à la marge. Alors 5 étapes dans cette présentation. En gros, on va balayer la thématique des jeunes à travers 5 prismes, on va dire, donc un état des lieux général, l'angle du diplôme, des territoires, de la situation par rapport à l'activité, donc emploi, chômage et inactivité, et puis on terminera par des éléments en lien avec la pauvreté. Alors avant de démarrer, quelques éléments méthodologiques. Tout ce qui est dans cette présentation en lien avec les compétences de base, donc que ce soit les compétences à l'écrit ou en calcul, ce sont des résultats issus d'enquêtes qui ont été réalisées, soit au niveau national, Élise en parlera juste après, soit au niveau régional, donc une enquête réalisée en face-à-face en Occitanie en 2023 auprès de 3000 personnes qui a mobilisé des outils de test de la NLCI, notamment pour essayer de déterminer les situations d'illettrisme, d'électronisme et les difficultés en calcul. Donc voilà, avec des publications qui ont été diffusées à partir de 2024 sur le sujet pour les principaux résultats. Bonjour à tous. Sur la partie enquête nationale, donc, les chiffres qui vont vous être présentés, sauf mention contraire, parce qu'on a quand même mis d'autres sources, c'est des chiffres de l'enquête formation tout au long de la vie, des FLV. Pour ceux qui avaient connaissance de chiffres avant, c'est un module de IVQ qui a été ajouté en fait dans une enquête, qui a été collé dans une enquête européenne pour pouvoir être reproduit. Et du coup, ça a été passé auprès de 16 000 personnes environ, donc fin 2022, début 2023, ce qui permet en fait de pouvoir donner des chiffres nationaux sur les compétences de base, pareil, littératie et numératie. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est des enquêtes où c'est pas du déclaratif, c'est vraiment des enquêteurs qui se rendent chez les personnes et qui leur font passer des tests de la vie quotidienne pour voir en fait le niveau des personnes. Donc c'est des tests qui sont assez exigeants, et c'est vrai qu'en France on a la chance que ces enquêtes existent. C'est pas le cas en fait dans beaucoup de pays, voilà. Et vous dire aussi que contrairement en fait aux travaux anthropologiques, le problème des statistiques, c'est qu'on est très normé. Donc en fait, pour faire les chiffres, on est obligé de se reposer sur des définitions claires et précises. Et là, du coup, on a pris les jeunes selon les sources, parce qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, ce qu'on aimerait. C'est les 18-29 qui ont été pris pour l'enquête sur les compétences de base. Mais vous verrez que sur d'autres chiffres, on a les plus jeunes, on peut avoir les 16-29. Enfin voilà, c'est un peu... on s'adapte aux sources. Ce qu'on ne vous a pas dit aussi, c'est que ces deux sources, elles sont complémentaires, elles se construisent ensemble, mais on ne peut pas vraiment les comparer parce que les méthodes d'enquête n'ont pas été vraiment les mêmes, et du coup, il y a un biais qu'on ne maîtrise pas, mais ça donne à voir sur les deux territoires et de mieux comprendre l'Occitanie au regard du national. Juste sur ces enquêtes ménages, si vous pouviez nous expliciter du coup quels sont les jeunes qui ne sont pas dans cette enquête aussi. Déjà dans ces enquêtes-là, il n'y a pas tous les jeunes, et notamment il n'y a pas les jeunes voyageurs. En gros, c'est des enquêtes qui sont passées dans des ménages qui sont dits selon la statistique ménage ordinaire, donc il faut vivre en logement. Alors, il peut y avoir par exemple des familles sédentarisées pourraient en fait être tirées au sort, mais il faut avoir une adresse fixe, et donc ça exclut toutes les personnes qui vivent en communauté, donc qui pourraient vivre en foyer, qui pourraient vivre en prison, qui pourraient vivre, et également tous les voyageurs et les personnes qui vivent en squat. Merci. Alors du coup, quelques éléments de cadrage général. En Occitanie, d'après cette enquête menée en 2023, donc un peu moins de 200 000 jeunes, alors on est sur les 18-29 ans, Élise vient de le dire, donc 200 000 jeunes qui seraient en forte difficulté à l'écrit ou en calcul. Donc voilà, un volume assez conséquent, avec
parmi cette population-là, une proportion assez importante de jeunes qui ont des difficultés à l'écrit, on est à 16%. Alors, ce n'est pas tout à fait la même répartition qu'au niveau national. Donc, des difficultés à l'écrit assez présentes, mais surtout des difficultés en calcul. C'est quasiment le cas pour les 2 tiers d'entre eux. Et puis, 20% cumulent les deux types de difficultés, à la fois écrit et calcul. Un résultat aussi assez classique, entre guillemets, avec des difficultés en calcul qui sont généralement plus prononcées auprès des jeunes femmes et des difficultés à l'écrit plus prononcées, là, pour le coup, du côté des hommes. Au niveau national, ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a un jeune sur 10, un peu plus d'un jeune sur 10 qui est touché par des difficultés avec les compétences de base, principalement par des difficultés en numératie, même si les jeunes peuvent cumuler, mais on le voit, en fait, si on cumule ceux qui ont des difficultés plutôt donc en calcul, on est à 69%, plus ceux qui cumulent les deux, littératie et numératie, on monte quasiment à 9 jeunes sur 10 en fait, parmi ceux qui sont en difficulté, voilà, et on est à peu près à 1 million de jeunes, donc c'est pas du tout négligeable. On parle de littératie et numératie, je trouve ça important de préciser ces termes-là, notamment la lecture, l'écriture, on en a partout dans notre quotidien. Là, on parle vraiment de jeunes qui n'arrivent pas à être autonomes dans des situations simples de la vie courante. Donc tout devient compliqué pour se déplacer, pour prendre un billet de train, pour lire des consignes de la CAF, voilà. Vraiment, la lecture, l'écriture, je pense que c'est quelque chose qu'on arrive à peu près à se représenter. Mais quand on parle de calcul, il y en a aussi partout. Cette numératie, ce calcul, on ne demande pas de faire des équations. C'est vraiment dans le quotidien que ces jeunes ont des difficultés. Le calcul, vous l'avez pour calculer votre temps de déplacement pour arriver ce matin. Vous l'avez pour lire l'heure, pour avoir des ordres de grandeur, pour la monnaie qu'on vous rend, pour la gestion de votre compte en banque, pour plein de choses du quotidien. Et on est bien là sur des difficultés dans les compétences de base. C'est important de le repréciser. Oui, c'est vrai que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que l'enquête, elle n'essaye pas de mesurer, contrairement à des enquêtes comme PIAC, un peu de voir les compétences globalement. Là, on est vraiment sur les compétences basses. L'idée, c'est de se dire, est-ce que la personne, elle peut être autonome dans sa vie ou pas ? Et c'est ça qu'on va aller chercher. Oui, juste pour ajouter, comment sont déterminées ces difficultés ? En fait, donc, c'est des tests construits par la NLCI. Donc pour ce qui est littératie, en gros, il y a trois sous-thématiques, on va dire. Il y a l'écrit, la lecture et la compréhension d'un texte simple. Pour ce qui est de la numératie, donc du calcul, c'est des calculs assez basiques. On est sur des opérations relativement simples, du dénombrement, de la logique. Voilà, donc c'est ce genre de choses. Alors là, on vous présente une autre source on a aussi la chance d'avoir, qui est la source qui est issue de la journée défense-citoyenneté. Donc tous les jeunes d'une cohorte, donc généralement c'est les 17-18, mais ça peut aller jusqu'à 25 ans pour des jeunes qui n'en ont pas eu l'utilité et qui sont rattrapés souvent parce qu'après ils ont envie de passer le permis et que du coup ils en ont besoin pour passer le permis. Donc du coup ces jeunes-là, pendant cette journée-là, ont un test de lecture. Donc là pareil, ce qui va être testé, c'est l'identification de mots et la compréhension à travers des petits tests, mais qui ne sont pas décorrélés de la même manière. Et ce qu'on voit en fait, c'est qu'aujourd'hui, si on prend donc là les chiffres du graphique, c'est les chiffres avec les territoires d'outre-mer. Donc on est à 12% en fait des jeunes, 11,8, qui ont des difficultés de lecture. Donc ça veut dire qu'ils ont à minima des difficultés pour comprendre le texte et pour pouvoir répondre à des questions par rapport au texte ou par rapport à des phrases qui sont questionnées. Et parmi ces jeunes, donc, il y a des jeunes qui sont dits en très faible capacité. Donc eux, on va dire qu'ils ont seulement des problèmes de compréhension. Et puis des jeunes qui ont aussi des problèmes d'identification et qu'on va dire en situation d'illettrisme ou en forte difficulté selon les termes. Si on regarde côté France hexagonale, les chiffres sont un peu plus bas parce qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés en Outre-mer, mais on est quand même à 11% des jeunes qui sont là donc, testés en difficulté de lecture, dont un peu moins de 4,4% en situation d'illettrisme. Alors sur l'Occitanie, pour le coup, là, c'est
carrément comparable, hein, puisqu'on est exactement sur le même mode de passation des tests, etc., peu importe le territoire où on se trouve. Ce qu'on observe, c'est que la situation, elle est grosso modo identique à celle de la France métropolitaine, puisqu'il y a 10,5% des jeunes qui ont des difficultés sur la région, donc 6,3% de faible capacité et 4,2% sont en situation d'illettrisme. On le verra plus tard au niveau des territoires pour marquer un peu cette hétérogénéité, mais déjà, ce qu'on peut observer, c'est qu'en Aix-Languedoc-Roussillon, les difficultés sont un peu plus marquées qu'en Aix-Midi-Pyrénées. Point assez important, c'est que cette enquête nous donne des éléments aussi pour ce qui est des jeunes sortis du système scolaire. Et là, pour le coup, l'Occitanie fait beaucoup moins bien que la France métropolitaine, puisque vous pouvez voir que 30% de ces jeunes-là, donc qui sont plus scolarisés, sont en difficulté, et la moitié, donc 15%, sont en difficulté sévère, donc en situation d'illettrisme. À titre de comparaison, on est à 1 point de moins pour les difficultés pour la France métropolitaine et 1,5 point de moins pour les difficultés sévères. Donc voilà, une spécificité assez forte de la région pour ces jeunes qui sont plus scolarisés. On va vous présenter maintenant les diplômes parce qu'on trouve que c'est intéressant. Ce qu'il faut voir, c'est que ces résultats, ils se voient pour les jeunes, mais ils se voient globalement pour toute la population. Et souvent, on nous a dit, quand on a présenté les chiffres, mais franchement, c'est vraiment su. Et finalement, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Donc, c'est vraiment spécifique, pas que à la France, mais à certains pays. En fait, en France, les compétences de base vont être très corrélées au diplôme. Et quand on n'a pas de diplôme ou des diplômes qui sont inférieurs au bac, on a des risques en fait, d'être en difficulté avec les compétences de base beaucoup plus élevées. Et c'est ce que montre le graphique. On voit que les jeunes qui n'ont aucun diplôme, il y en a 4 sur 10 qui sont en difficulté avec les compétences de base. Parmi ceux qui ont inférieur au bac, il y en a 1 sur 4. Donc voilà, c'est pour vous montrer que ça, en fait, c'est quand même vraiment une spécificité et c'est à noter. C'est pas de partout pareil. Si on prend des pays d'Europe du Nord, ben, on a des compétences de base, peu importe ses diplômes. Donc voilà, c'est à noter. Alors au niveau de la région, on retrouve un peu les mêmes choses. Hein. Vous le voyez là, donc chez les 18-29 ans, 47% des jeunes qui ont un niveau de diplôme inférieur au bac, donc pas de diplôme, sont en difficulté. C'est 10% seulement entre guillemets, pour les niveaux bac et les diplômés du supérieur. Donc voilà, le diplôme qui joue a priori énormément sur la présence de difficultés. Point d'attention chez les décrocheurs, donc des jeunes qui sont plus scolarisés et qui n'ont pas de diplôme. Donc on est un peu moins de 10% des 18-24 ans qui sont concernés par le décrochage scolaire en Occitanie, et près des 2 tiers d'entre eux présentent des difficultés, que ce soit à l'écrit ou en calcul. Après, on voulait vous parler des territoires pour vous dire que finalement tous les territoires sont concernés. Il ne faut pas oublier des jeunes parce que finalement il y a des jeunes qui sont en difficulté sur tous les territoires. C'est ce qu'on voit au niveau national. Je laisserai Clément dire pour la suite, mais en gros, on pense à l'urbain. Et en effet, il y a beaucoup de jeunes qui sont touchés dans l'urbain, surtout parce qu'en plus, c'est une tranche d'âge où il y a beaucoup de jeunes qui vont avoir une mobilité vers des centres-villes, des villes plus importantes. Mais il y a aussi des jeunes qui restent, et il y a beaucoup de jeunes, 1 sur 2, qui en forte difficulté. Parmi ceux qui sont en forte difficulté, il y en a 1 sur 2 en dehors des grandes villes. Donc voilà, il ne faut pas les oublier. Pour ce qui est de l'Occitanie, ce qu'on peut dire, c'est que déjà 2 jeunes sur 5 vivent dans des unités urbaines. Alors c'est un regroupement de l'INSEE, mais en gros, c'est des villes de moins de 20 000 habitants, on va dire. Donc 2 jeunes sur 5 vivent dans ce type de territoire. Les jeunes en difficulté, c'est 1 sur 2. Donc il y a une forte surreprésentation des jeunes en difficulté dans les territoires les moins peuplés en Occitanie. Il faut bien séparer les choses. Dans les zones les moins peuplées, on va dire que les difficultés sont relativement plus présentes. Après, c'est vrai que si on veut regarder en termes de nombre de personnes, bien entendu, on va les retrouver dans les villes les plus peuplées, puisque ils sont plus nombreux à ces endroits-là. Donc des difficultés
plus fréquente dans les zones rurales, mais un nombre de jeunes concernés par les difficultés plus nombreux dans les zones urbaines. Voilà, là, vous avez la situation un peu nationale, alors, par département, à partir des données des JDC dont on a parlé tout à l'heure, mais vous avez bien une représentation territoriale assez fine, où tout est comparable. Pour ce qui est de l'Occitanie, vous pouvez voir qu'il y a une très forte hétérogénéité entre les départements, avec des départements qui s'en sortent plutôt bien, avec une proportion de jeunes en difficulté relativement faible. C'est le cas pour des départements plutôt ruraux. Vous avez le Gers, l'Aveyron, la Lozère. Et puis d'un autre côté, des départements où les difficultés sont beaucoup plus prononcées, les Pyrénées-Orientales, l'Ariège, l'Aude et le Tarn. Voilà, donc des situations vraiment très disparates pour la région et pour la France. C'est vrai qu'au final, on peut se dire que la région Occitanie s'en sort pas si mal par rapport au nord de la Loire, on va dire. Voilà, donc des régions qui sont vraiment très touchées par les difficultés. On le voit à Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France aussi qui sont particulièrement touchés. Sur les territoires, il y a aussi les données au national ont pu permettre un focus sur les quartiers politiques de la ville. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les quartiers politiques de la ville sont plus touchés. Et même avec des modèles statistiques plus poussés où on fait entrer dans le modèle tous les facteurs de risque, donc le diplôme, le niveau de vie, etc., on se rend compte que, toutes choses égales par ailleurs, en fait, sur ces territoires-là, il y a encore des choses qui se passent. Et voilà, donc vous dire qu'il y a aussi les quartiers politiques de la ville sont plus touchés par des risques pour les jeunes, mais pour toute la population de personnes touchées par les compétences de base. Donc 20%... un jeune sur 5 en difficulté avec les compétences de base dans les quartiers politiques de la ville. Alors pour l'Occitanie, malheureusement, l'enquête menée en 2023 ne permet pas d'aller à un niveau aussi fin, donc on n'a pas d'informations précises sur la proportion de jeunes en difficulté dans les QPV. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est qu'en Occitanie, il y a 108 QPV, qui concentrent 7% de la population de la région, alors concentrés essentiellement dans les départements les plus peuplés, on va dire. 2 points particulièrement marquants pour l'Occitanie, c'est le taux de pauvreté dans ces quartiers, qui est de 51%. Donc c'est la région de France métropolitaine où le taux de pauvreté est le plus haut dans les QPV. Donc voilà, une spécificité assez dramatique. Et 4 habitants sur 10 n'ont aucun diplôme. Donc on l'a vu précédemment, le diplôme, c'est un lien très fort avec la présence ou pas de difficultés. Donc là, pour le coup, ça rejoint ce qui peut être dit au niveau national sur les difficultés dans ces quartiers. Là, c'est un focus sur l'activité de ces jeunes. Il y a 2 graphiques qui se répondent un peu. Donc celui en camembert, c'est pour voir parmi ceux qui sont en difficulté, finalement, qu'est-ce qu'ils font. Donc on voit en fait en or, en doré, c'est ceux qui sont actifs. Et on voit que 3 jeunes sur 4, en fait, en forte difficulté et actifs. Donc, soit en emploi. En forte difficulté avec les compétences de base. En compétences de base, oui. Ou soit donc au chômage dans 19% des cas. Et puis, l'autre graphique, c'est plutôt de se dire, finalement, on va aller voir tous les jeunes. Et parmi ces jeunes, on va regarder la proportion des jeunes en forte difficulté avec les compétences de base. Et là, on voit en fait que la proportion va être très différente. Ce qui nous frappe, c'est sur les jeunes en recherche d'emploi. Il y en a 1 sur 6 qui va être en forte difficulté avec les compétences de base. Alors, au niveau de la région, qu'on peut dire, ça rejoint ce qui vient d'être présenté pour le national. Donc, il faut bien avoir en tête que parmi les jeunes en difficulté, il y en a énormément qui sont en fait en emploi, puisque c'est quasiment 1 sur 2. Donc voilà, être en difficulté avec les compétences de base, écrit ou calcul, n'empêche pas d'avoir un emploi. Bien au contraire, enfin voilà les chiffres le montrent. 29% sont au chômage et 25% sont inactifs. Encore une fois, donc en termes de volume, c'est parmi les jeunes en emploi qu'on va retrouver le plus grand nombre de personnes qui ont des difficultés. Néanmoins, les jeunes au chômage sont 2 fois plus concernés par les difficultés que les jeunes en emploi. Donc encore une fois, voilà, cette sous-population-là est plus concernée par des difficultés. Autre point qu'il faut avoir en tête, c'est que le taux de chômage chez les moins de 30 ans en Occitanie, il est particulièrement élevé, puisqu'il atteint quasiment 24% en 2024. C'est 5 points de plus que la moyenne nationale. Donc on est sur une région et sur des territoires qui sont vraiment très concernés par ces problématiques de chômage. Et on vient de dire que c'est dans cette population-là qu'on trouve le
la proportion la plus élevée de jeunes en difficulté. À titre d'information, le taux de chômage chez cette population-là, donc les moins de 30 ans, on est entre 14 et 31%, donc 14% en Lozère, 31% dans les Pyrénées-Orientales. On a fait quelques focus, et un des focus, c'était sur les NEET. Bon, c'est aussi en lien avec la journée. Et vous dire que finalement, les NEET sont plus concernés par les fortes difficultés. Après, ça ne vous étonnera pas vu tout ce qu'on vous a dit avant. Et en gros, on est à 1 jeune sur 5 qui est en forte difficulté avec les compétences de base. Et voilà, donc c'est le double que pour le reste de la population. Alors sur la droite, donc vous avez la situation par département. Alors on n'est pas sur la définition stricte des NEET, comme peut l'entendre l'INSEE. Là, on est sur une définition un peu plus large. Bon, on n'a pas trop le choix pour avoir des résultats au niveau des départements. Ce qu'on peut voir donc, pour l'Occitanie, c'est qu'encore une fois, les situations sont très hétérogènes entre les différents départements. Donc les départements qui sont plus ou moins foncés selon la proportion de NEET parmi les 15-29 ans. Donc encore une fois, les territoires qui ressortent, comme les Pyrénées-Orientales, l'Ariège, l'Aude, le Gard et le Tarn-et-Garonne, donc voilà, qui sont particulièrement concernés par une proportion élevée de NEET. En termes de nombre de NEET, bon, ben là on les retrouve dans les départements les plus peuplés, notamment dans les métropoles, donc Haute-Garonne et Hérault. Donc des territoires qui, a priori, bon, ben, concentreraient plus de jeunes en difficulté, vu qu'on le voit au niveau national, être NEET, bon, ben, ça veut dire que le risque d'être en difficulté à l'écrit ou en calcul est plus fort. Pour finir, on a voulu faire un focus sur la pauvreté. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de corrélation au niveau national. On voit vraiment en fait un lien entre la pauvreté et les fortes difficultés avec les compétences de base, sans pouvoir dire quelle est la cause, quelle est la conséquence. Donc en fait, on fait part de ce constat, parce qu'on sait qu'il y a à regarder la population avec plus d'attention en fait, sur la population qui est pauvre. Et ce qu'on voit, en fait, vous voyez, donc en fait, on a divisé en quintiles de revenus, donc en fait, on a divisé en 5 classes la population. Et sur les 2 classes, les plus faibles, donc ceux qui ont les 40% de revenus les moins élevés, la part de jeunes en difficulté est le double de ceux qui ont des revenus plus élevés. Donc voilà, on ne peut pas savoir quelle est la cause et la conséquence, mais on trouve que c'est quand même important d'en parler. Du coup, par rapport à la région, quelques particularités là aussi assez marquantes. Donc un taux de pauvreté de 17,5%, donc encore une fois bien supérieur à la moyenne nationale qui a juste en dessous de 15%, écart qui est encore plus marqué pour les ménages dont le référent fiscal a moins de 30 ans. Puisque vous pouvez voir que parmi ces foyers, près de 28% sont en situation de pauvreté, c'est 23% au niveau national, donc 5 points d'écart. Et encore une fois, les mêmes territoires qui apparaissent comme particulièrement marqués, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, qu'on n'avait pas forcément vu jusque-là, mais c'est le pourtour méditerranéen, l'Ariège et le Tarn-et-Garonne, en fait, sont toujours un peu les mêmes départements qui ressortent avec un fort taux de chômage, un fort taux de pauvreté, des difficultés plus marquées à l'écrit avec les JDC, donc voilà, des spécificités territoriales assez fortes en Occitanie. Merci beaucoup. J'espère que c'est plus clair pour vous. On a essayé de vous caractériser ce que l'on entend par jeunesse, à la fois d'un point de vue qualitatif et quantitatif, et de faire des liens un petit peu avec le contexte dans lequel ils vivent. Maintenant, j'aimerais qu'on arrive un petit peu à faire le focus. Donc, on va descendre un peu plus dans le détail de ces jeunes et leur rapport, notamment avec Johanna, leur rapport avec l'écrit. Par rapport à ce que tu as pu étudier sur le terrain, puisque là on va repartir sur le terrain, et les publics que tu as pu observer, quel rapport à l'écrit ils ont, ces jeunes ? Sur le rapport à l'écrit, je vais prendre comme exemple uniquement les pratiques d'écriture des jeunes gitans. Donc ils ont entre 11 et 20 ans par là, avant ou même après l'âge du mariage. La première chose, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser aux pratiques d'écriture des jeunes gitans, je me suis confrontée à pas mal de poncifs. Ils n'écrivent pas, ils sont illettrés, ils rejettent l'école, ils sont en dehors de la chose écrite. Ça, c'est des choses que j'ai entendues. Sauf que, en fait, pas du tout. Quand je suis arrivée sur le terrain, je me suis rendu compte que ces jeunes baignaient littéralement dans l'écrit. Sauf que ce qui est aussi problématique, c'est que quand
quand on parle des jeunes gitans, par exemple, ou des gitans en général, on va dire oui, mais ils sont de tradition orale. Bah, qu'est-ce que ça veut dire, la tradition orale? Eh bien, ça ne veut rien dire du tout, la tradition orale. Nous, qui sommes plus ou moins lettrés, on est aussi dans une tradition orale. La preuve, depuis ce matin, on n'arrête pas de parler. Et l'écrit, on le manipule un peu moins. Donc, ils ne sont pas dans une tradition, ou pas plus dans une tradition orale que nous. On utilise beaucoup plus le canal oral que le canal écrit. Sauf que c'est bien arrangeant de dire « Ah ben oui, tradition orale », comme ça nous empêche de réfléchir en fait sur le rapport à l'écrit de ces collectifs-là. Et surtout, quand je dis tradition orale aussi, c'est que ça m'empêche aussi de m'intéresser à ce qu'on appelle les écritures ordinaires, qui sont des écritures quotidiennes, qui ne sont pas des écritures en lien forcément des écritures alphabétiques, etc., et qui sont surtout des écritures qui ont lieu beaucoup dans le cadre intime et en collectif. Et c'est effectivement ce que j'ai retrouvé chez les jeunes filles gitanes. Donc elles écrivent des cahiers de poèmes, avec de très jolis poèmes, je vous en lirai un, si vous êtes sage. En fait, c'est un écrit, et elles noircissent des cahiers entiers. Alors, c'est des cahiers grand format, avec plein de pages, entiers, vraiment en très très peu de temps. Et c'est une écriture qui est collective et une écriture qui est indissociable, d'une catégorie qu'elles se sont créées, qu'elles ont appelée le sentimental, c'est des poèmes d'amour, et qui est indissociable d'un cercle d'écriture qui est un cercle qui est constitué et composé de cousines qui ont à peu près le même âge. Et en fait, il y en a une qui est beaucoup plus, qui manie mieux l'écriture, et c'est elle en fait qui va lancer le truc, et elles écrivent en groupe, c'est-à-dire elle dit bon, allez voilà, je lance, on va réfléchir à je sais pas qui est amoureuse de je sais pas qui, et puis hop, il y en a une qui lance une rime, enfin un vers, l'autre qui continue, et celle qui écrit le mieux au niveau graphique, et ben c'est elle qui prend les notes en gros, et elle est secrétaire à la fois. Et donc cette écriture du sentimental, elle est totalement dissociée de l'écriture en milieu scolaire. C'est-à-dire qu'elles n'ont aucun goût pour l'écriture en milieu scolaire. Je me souviendrai toujours, quand je suis allée les chercher à la sortie du collège, il y en a une qui arrive comme ça, elle me fait « Je dis, oh, tu t'es fait mal au poignet ?»« Ah non, je sors du cours de géographie, j'ai écrit 2 pages. » Et je lui dis « Mais tu te fous de moi, quoi? Tu passes ton temps à écrire. » « Ah ouais, mais c'est pas pareil. » Et puis, je me suis aussi rendu compte qu'on était dans des écrits ordinaires et qu'elle n'avait aucun goût pour l'écriture en milieu scolaire. C'est que moi, quand je leur parlais de leur écrit, je leur disais « Ah oui, vos poésies, vos poésies. » Puis un jour, elle me dit « T'arrêtes de me parler de poésie, c'est pas de la poésie, c'est des poèmes. » Je dis tiens, pour moi, les poèmes, ça fait partie de la poésie. Eh ben non. Effectivement, la poésie, on est du côté académique, du côté littérature, etc. Les poèmes, pas du tout. On est dans l'écriture, dans ce qu'on appelle véritablement l'écriture ordinaire. Et donc, les fonctions de cette écriture, c'est associé à un espace social féminin. Donc, c'est pour construire sa féminité, mais aussi pour construire sa gitanité entre guillemets. Et effectivement, elles ont toutes commencé à écrire à l'âge de 11 ans, donc au moment où on rentre aussi au collège. Donc on voit bien que ces stades marqués aussi par l'entrée au collège, ça fonctionne aussi pour les enfants gitans. Et elles l'ont associé à l'arrivée de leur première règle. Donc ça veut dire que le déclencheur d'écriture, il est double. C'est l'entrée dans la puberté et c'est aussi l'entrée au collège. Ils vont dire, mais c'est parce que maintenant, écrire, ça m'aide à me sentir fille. Et c'est pour ça qu'il y a ce sentimental. Sauf que ces écrits, quand on les regarde, et c'est peut-être là où je vais vous lire un petit bout, on va retrouver beaucoup de topoi, en fait, qui sont en lien avec les représentations peut-être les plus négatives, mais pas que, sur le monde gitan. Donc c'est, par exemple, « Je te veux, tu es ma vie, la nuit je me tire les cartes », évidemment, en espérant te croiser, c'est pas la différence qui va m'éloigner de toi, car l'amour n'a pas d'âge. Au moins moi, je fais pas la connerie, le sang gitan, elle ne mérite pas de l'avoir, mais tout le monde me parle d'elle. Donc on va retrouver le don, alors là il n'y est pas, mais on retrouve souvent le don pour la musique, le fait de tirer les cartes, le goût pour la liberté, un besoin de voyage, un don pour la voyance, etc. Donc ça veut dire que
En écrivant ces poèmes, elles mettent aussi en scène, et elles rendent présent aux yeux de presque tous, un monde gitan qui est fait de représentations et qui est plutôt faux, entre guillemets. Sauf que c'est aussi une façon de prendre en charge leur appartenance à un groupe de pairs, leur appartenance à un certain collectif gitan. Et donc ça, c'est ultra important, ce qui fait qu'on est devant une écriture de soi, mais surtout une écriture de la première fois. On est vraiment face à un rite de la première fois. J'ai mes premières règles, je rentre pour la première fois au collège, je vais commencer à écrire. Et il y a une spécificité dans cette écriture, c'est qu'elle se détache, entre guillemets, de ce que font les autres jeunes filles qui aussi passent leur temps à écrire des poèmes d'amour et à écrire des cahiers de stars. C'est que l'amour qui est revendiqué, en fait, c'est surtout un amour, on va dire, familial, entre guillemets. Parce que figurez-vous que ces poèmes-là ne sont pas forcément dédiés à l'être aimé. D'ailleurs, le destinataire, on ne va jamais lui donner. On est sur du montré-caché classique. Le destinataire, c'est le groupe des cousines. Et 2, une fois, je me suis dit, tiens, c'est qui à qui tu fais cette déclaration? Elle me dit, c'est à mon cousin, je ne sais plus le prénom. Et en fait, c'était un bébé de 4 mois. Et on va retrouver ces pratiques d'écriture-là, ces spécificités-là dans les agendas. Quand je suis allée regarder leur agenda, les agendas des jeunes filles de leur âge, on va trouver les mots des copains de classe, décide, et là, meilleure copine pour la vie, BBF. Et t'es trop belle, t'es trop gentille et tout ça. Et là, on trouve exactement la même chose, mais uniquement dans un cercle de cousins, cousines, germains ou issus de germains. Donc, on vient aussi redéfinir et se repositionner en fait dans la parenté avec ces écritures-là. Les garçons, me direz-vous, oui, les garçons, ils écrivent aussi. Les garçons, ils écrivent des graffitis. Alors, ça paraît très caricatural. Les filles écrivent des poèmes d'amour et les garçons des graffitis. Mais sur ces graffitis, en fait, il y a 3 types de graffitis. On va trouver des listes de noms qui sont hiérarchisées, liste oblige. Chez les garçons, hiérarchisés à travers la puissance des moteurs de leur future voiture. On va trouver aussi, donc on est vraiment sur de l'auto-représentation pour les garçons. Et on va retrouver des listes de couples. Et très étrangement, quand ils écrivent ces listes de couples, ils ont 10, 11 ans, 11, 12 ans, on va retrouver quelques années plus tard, effectivement, ces mêmes couples. Et ce sont de véritables palimpsestes, ces listes de couples et ces murs, parce que ils viennent rectifier le truc, c'est-à-dire que souvent les garçons vont venir, et pas les filles, vont venir barrer le nom de la fille et le remplacer par un autre en disant « Attends, non, je suis pas d'accord avec ça, pof ». Et puis sinon, on va peindre par-dessus et ensuite on va réécrire, etc. Et l'autre, c'est qu'on va venir incarner aussi la terreur gitane et on va écrire « Nique la police, machin, etc. Les gitans, c'est les plus beaux, c'est les plus forts. Gitans, la mafia gitane, gitans violents, etc. » Donc ici, on est bien sur en fait tout le côté de construction des identités sexuées chez ces garçons-là. Et forcément, petit à petit, il faut aller voir ce qui se passe aussi sur Internet. Et sur Internet, on va retrouver à peu près la même chose, les pages Facebook. Alors, l'étude date, donc c'était à l'époque des blogs qui n'existent plus, mais c'était exactement la même chose. C'était d'afficher une certaine gitanité. Et assez tôt, quand je regardais les pages Facebook des petites filles de 11 ans, on était en fait dans un... Alors, on ne retrouve plus véritablement d'écriture, on est plus dans un univers graphique, c'est-à-dire c'est un truc qui scintillait, avec des couleurs criardes, des paillettes, des machins qui flashent. Ça faisait un peu mal aux yeux. Mais au final, c'est un univers graphique qui est ultra riche. Et cet univers graphique, elles l'ont encore aujourd'hui. Donc ça reste pour moi, en tant qu'anthropologue, de l'écriture. Et c'est un certain rapport à l'écriture. Et c'est une forme, en fait, scripturale ou scripturaire, qui est importante et qui fait qui montre qu'elles ne sont absolument, et qu'ils, les garçons aussi, ne sont pas en dehors de la chose écrite, qui ne rejettent pas la chose écrite et qu'on baigne littéralement dedans, dans un univers graphique. Et c'est quand même ultra important à souligner. Je ne sais pas si vous avez déjà vu aussi sur les pages Facebook, alors on le voit un peu moins maintenant, mais des pages de voyageuses qui écrivaient des romans d'amour et chaque jour elles publiaient disant « mais Wendy veut épouser Michael qui lui ne veut pas » ou alors ses parents. Donc ça mettait en scène en fait
certains enjeux au niveau des pratiques nuptiales, au niveau des valeurs et des normes, ou de certaines valeurs ou certaines normes. C'était ultra suivi. À chaque fois, c'était la suite, vite la suite, et puis pof, elle écrivait ensuite. Et on avait tout un truc comme ça qui se déroulait. C'était des véritables romans à l'eau de rose. Sans quoi, c'est pas péjoratif ce que je dis, j'adorais lire ça, c'était trop cool. Mais voilà, c'était écrit. Alors après, effectivement, la norme orthographique, moi, voilà. Mais tant que on comprend, on se fait comprendre et qu'on a des compétences de littératie, ma foi, voilà. Et pareil, sur ces compétences de littératie, il y a plusieurs études qui ont montré qu'au final, même quand on galère dans la vie quotidienne pour se repérer dans la rue, si on est perdu, si tout ça, eh bien en fait, les manouches par exemple, et certains manouches ou certains voyageurs, avaient des cartes de visite parce que c'est leur métier. Et c'était d'être perdu et de demander de l'aide, c'était aussi l'occasion de se débrouiller, entre guillemets, c'est-à-dire de dire « Ah, tu me donnes quoi, tu m'indiques le chemin ?» Au fait, si tu as une voiture à réparer, si tu as un machin, pof, tiens, et voilà. Et là, on est dans la débrouille et on est véritablement dans les compétences de littératie. On revoit aussi tout le système de contournement qu'on peut connaître, nous, sur des personnes qui ont des difficultés avec les compétences de base, de contournement, d'évitement. Est-ce que, quand ils ont des difficultés avec l'écrit, ils ont honte? Est-ce qu'on a ce sentiment qui se développe? Et je suppose qu'ils sont aussi ingénieux que d'autres personnes pour arriver à faire ça, en fait. Alors, c'est très contextuel. Si je reste à l'intérieur du collectif, au final, ce que je vais mettre en avant, c'est justement cet écart avec les savoirs académiques, parce que je n'ai pas le même rapport au savoir écrit. Savoir lire et savoir écrire, c'est savoir à peu près lire, savoir à peu près écrire et se débrouiller. Si je sais me débrouiller, c'est bon. Si je ne sais pas me débrouiller, comme elles disent souvent, je suis foutue. Donc, ce sentiment de honte entre elles ou à l'intérieur du collectif, alors je parle des femmes, mais pour les gars c'est pareil, en fait il n'est pas présent parce que c'est... Mais de toute façon, chez les gitans c'est comme ça, nous on est gitans aussi, une façon de dire aussi, hop, on se démarque. Alors c'est pas on rejette, c'est on se démarque. Quand on parle de résistance et de résistance douce, ça en fait partie. C'est-à-dire je me démarque d'une façon d'écrire, d'une façon d'utiliser cette écriture parce que je fais partie d'un collectif gitan. Après, effectivement, à l'extérieur, quand je suis confrontée il y a deux attitudes possibles. Il y a ce qu'on appelle de l'essentialisme stratégique, c'est-à-dire que je me présente en tant que gitan. Donc si je me présente en tant que gitan, ce qui est attaché derrière comme représentation, c'est que je suis illettrée, que je ne sais pas écrire, etc. Et donc souvent, on va dire « Ah oui, non, mais vous savez, moi je suis... remplissez-le, madame, parce que moi je suis gitan, je ne sais pas écrire. » Donc il y a ça, mais ça aussi, ça permet de venir solliciter davantage la personne. Vous pouvez m'expliquer encore une fois? Mais madame, ça fait 3 fois. Oui, non, mais moi je suis pas allée à l'école, c'est pas comme vous. On passe un petit peu de crème un peu. Et en fait, on tire profit de la situation avec cet essentialisme stratégique. Et après, il y a effectivement ce sentiment de honte qu'on va retrouver, où elles ne vont pas oser dire. Et donc, les stratégies, ça va être... J'ai oublié mes lunettes, j'y vois pas. Ou alors il y a beaucoup d'intermédiaires en fait chez les collectifs gitans. Il y en a un ou une qui sait écrire. Et c'est pour ça que, en fait, aussi chez les gitans, et c'est ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de fonctionnement... un petit peu les institutions, ils sont loin de ce fonctionnement institutionnel. Il n'y a pas d'idéologie. L'idéologie étatique, c'est pas leur truc. Et en fait, parce que ce qu'ils ont, c'est au final des personnes qui font autorité. Et ben pour l'écriture, c'est exactement pareil. Celui qui se débrouille ou celle qui se débrouille le mieux avec l'écriture, c'est celui ou celle qui va faire autorité. Donc c'est celui et celle qu'on va chercher pour remplir les papiers, pour lire un courrier, pour passer un coup de fil, etc. Et c'est aussi souvent cette personne qui va nous accompagner si jamais je dois remplir un papier, etc. Mais après, ça ne veut pas dire que ce sentiment de honte n'existe pas, puisqu'elle le verbalise, et il le verbalise en disant, voilà, ça fait quand même latch, comme elles disent, quand on est obligé de dire, je ne sais pas écrire, ou je ne peux pas, ou quand on dit, j'ai oublié mes lunettes. Merci.
Alors, je ne sais pas si je peux en parler, mais il me semble que tu travailles aussi sur une population, je pense que c'est peut-être un peu tôt, mais d'étudiants. Oui. Voir un peu le rapport à l'écrit, s'il y a des choses que tu retrouves ou qui t'interrogent encore aujourd'hui. Oui, alors avec les étudiants, ce qu'on entend tout le temps, c'est « Ah, mais ces étudiants, ils n'aiment pas lire, ils lisent plus, ils ne savent pas lire, ils écrivent, c'est une catastrophe, il y a 3 fautes par mot ». Il y a 3 fautes par mot, sauf que c'est pas le même rapport au savoir, c'est pas le même rapport, on est plus dans l'immédiateté parce que justement il y a ce numérique qui fait que, et puis il faut se poser la question de la socialisation de ces étudiants. C'est facile de notre place de dire ah mais ils aiment pas lire, ouais, mais est-ce qu'ils ont été socialisés à la lecture, est-ce que donc nous oui, donc eux non, donc il faut aussi leur laisser le temps de se socialiser à la lecture. Et il y a d'autres formes de lecture, on leur apprend en fait à ne pas lire. Alors c'est bizarre de dire apprendre à quelqu'un à ne pas lire et surtout à un étudiant à ne pas lire. Puis aujourd'hui avec l'IA, c'est quand même aussi plus simple. Et effectivement, on les encourage à dire quand vous ne comprenez pas quelque chose, demandez un résumé, allez lire un résumé, puis ensuite allez chercher. L'IA ne doit pas réfléchir à votre place, ne doit pas écrire à votre place. Par contre, si vous avez des difficultés à écrire, vous écrivez comme ça vous vient et ensuite vous demandez à l'IA de reformuler vos propos en vérifiant bien que ce ne soit pas planté et qu'il n'y ait pas des contresens, des choses comme ça. Donc ce rapport à l'écrit, de toute façon, il est complexe, mais même il est très complexe quand on est parfaitement lettré et qu'on nous demande de remplir un dossier administratif, la feuille d'impôt ou je ne sais pas quoi, moi je mets 3 plombes à le faire. Il me faut une demi-journée pour remplir un papier. Et je vais vérifier 15 fois et souvent, je me suis plantée. Donc, il y a ça aussi qui est assez problématique pour tout le monde. Et avec les jeunes étudiants, on leur demande en fait un niveau de compétence en fait, qu'ils n'ont pas encore, mais qui vont sûrement acquérir par la suite. Donc, il faut leur laisser le temps et surtout les accompagner là-dedans plutôt que de leur dire « Ah, mais c'est pas possible, hein, moi, je peux pas hein. ». Tu peux pas quoi, c'est pas grave, tu lis, tu regardes l'idée, et sur le fond on est bon, sur la forme on verra plus tard. Et puis de toute façon il existe des outils maintenant qui vont permettre de. Donc on retrouve ces difficultés de compétence. Et les étudiants le disent eux-mêmes en disant mais c'est dur de passer à l'écrit, ou alors j'ai les idées, j'arrive à conceptualiser, mais la formalisation à l'écrit est super compliquée. Et pourtant, ils sont parfaitement lettrés. Et je ne parle pas d'étudiants qui sortent du bac. Hein. Il y a des M2, il y a des doctorants. Le passage à l'écrit est toujours ultra complexe en réalité. Merci beaucoup. On a interrogé quand même ce passage à l'écrit. Maintenant, je voudrais voir, puisqu'on a réussi à caractériser ces jeunes, mais pour les jeunes qui sont à la marge, en marge, dont on a parlé, comment aller vers eux, comment arriver à repérer ces difficultés et pouvoir les accompagner en fait. Alors c'est Badr que je vais interroger sur un... Merci Véronique, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, comment aller vers ces jeunes, les repérer ? Alors moi, je suis en charge du dispositif O2R, c'est l'offre de repérage et de remobilisation au sein de la DRETS Occitanie. Et pour refaire l'historique, si vous voulez, de ce dispositif, au cours des dernières années, donc dans un objectif de réduire les chiffres du chômage, s'est posé la question des publics, pas seulement les jeunes d'ailleurs, mais les publics invisibles, les publics qu'on n'a pas dans les radars, qui ne sont pas connus par les institutions. Et dans le cadre d'un plan national, le plan d'investissement dans les compétences, un certain nombre d'expérimentations ont été menées, dont certains d'entre vous d'ailleurs ont peut-être pu entendre parler. Il s'agissait des projets dans le cadre du 100% inclusion ou encore des projets intégration professionnelle des réfugiés. Et au cours de ces expérimentations, donc, qui ont été menées pendant près de 4 ans, un certain nombre de constats ont été établis et à l'issue, l'État, le législateur a voulu capitaliser sur les éléments finalement, les conclusions qui ont pu être établies à la suite de ces expérimentations, et il y a eu la volonté donc de pérenniser un dispositif à destination
des invisibles, répondant au mieux finalement à ces problématiques qui peuvent se présenter. Et ça fait écho finalement aux interventions précédentes, celle de Johanna tout d'abord, s'agissant de la condition d'âge par exemple, ou de la rigidité des dispositifs d'État, dans le sens où l'offre de repérage et de remobilisation n'a pas de condition d'âge. On a une majorité de projets à destination des jeunes, mais c'est à partir de 16 ans et plus, là où d'autres dispositifs peuvent être avec une cible âge précisément. Et si l'on veut faire le lien également avec ce qui a été présenté par Clément et Élise, on a également au niveau, nous, de notre appel à manifestation d'intérêt lancé en Occitanie sur ce dispositif offre de repérage et de remobilisation, une priorisation des zones de revitalisation rurale, donc du milieu rural, et également des quartiers politiques de la ville. Et donc, cette offre de repérage et de remobilisation, il s'agit de créer des parcours sans couture adaptés et coordonnés pour sécuriser l'insertion professionnelle. Donc, sans condition au niveau de l'entrée, tout le monde peut entrer en parcours aux 2 R, dans la mesure où la personne est éloignée de l'emploi, qu'elle cumule les difficultés, qu'elle est inconnue des institutions. Au niveau de la région Occitanie, donc on a 26 projets, 5 plus particulièrement dans l'Hérault, et sur ces 5 projets, 4 intéressent donc 4 ont pour cible prioritaire les jeunes. Et pour vous donner un exemple donc, de projet, il y a par exemple un projet nommé Passerelle Pro, porté par Purple Campus, qui donc vise à identifier des jeunes invisibles pour les faire entrer en apprentissage. Également, au niveau des modalités de repérage dans ce projet Passerelle Pro, cela peut passer, puisqu'on est sur un public invisible, encore une fois, cela peut passer par des réunions d'information, des interventions dans des collèges, des lycées, ou encore des actions sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Snapchat ou autre. Au niveau de l'Occitanie, on a également un projet porté par le club, l'APSH 34, Club Motivation, avec un public de personnes en situation de handicap ou ayant des vulnérabilités, en situation de vulnérabilité, et où ici on a également donc couverture QPV et ZRR, avec la volonté d'accompagner ces personnes et d'adapter les parcours à leurs besoins. Un troisième projet est celui porté par le GIP FCIP, donc Passe Apprenti, où il va s'agir d'identifier donc des jeunes invisibles pour pouvoir les rentrer en apprentissage. Et au niveau des modalités de repérage pour ce projet-là, on a par exemple des déplacements sur le terrain, donc des acteurs du réseau et des responsables du GIP pour pouvoir identifier ces jeunes. On sent bien en fait sur ces exemples-là que c'est vraiment du aller vers en fait. On va chercher les jeunes sur le terrain. Exactement. Il s'agit d'invisibles, donc il faut aller les chercher, et c'est toute la phase repérage finalement, offre de repérage et de remobilisation. Et cela peut passer par diverses manières. Ça peut être de la présence physique avec des maraudes, des bus itinérants, des permanences en mairie, ou également le lien avec le monde associatif. Ça peut être également une communication ciblée, comme je l'ai dit, via les réseaux sociaux notamment. Des partenariats territoriaux avec les collectivités locales, les services hospitaliers, les élus locaux. L'idée, ce n'est pas non plus de vous lister toutes les modalités de repérage, mais effectivement, on a souhaité financer ce dispositif
pour pouvoir faire ce type d'aller vers qui se différencie finalement de l'offre de services de droit commun, ou du moins qui vient en complémentarité de l'offre de services de droit commun classique que peut dispenser France Travail, la mission locale ou encore les Cap Emploi KEOPS. Dans ce dispositif-là, on a la chance aussi en Occitanie d'avoir pu mettre vraiment une ligne illettrisme écrite en tant que telle, avec l'idée de retravailler, en tout cas d'identifier ces difficultés dans les compétences de base et notamment sur l'écrit. Oui, on a souhaité, donc effectivement, au moment de la rédaction de l'appel à manifestation d'intérêt à l'été dernier, on a, avec Véronique, au sein de la DRETS, rajouté une ligne illettrisme pour prioriser ce sujet-là et faire en sorte qu'il soit pris en considération par l'ensemble des éventuels lauréats, ou du moins toutes les personnes qui ont déposé un projet. Et c'est un sujet que l'on retrouve dans la majorité, sinon l'ensemble des projets retenus, notamment dans la phase de diagnostic. C'est-à-dire que dans la première, juste après le repérage, on aura des tests de français, de mathématiques, qui vont permettre d'identifier des freins invisibles, type illettrisme ou exclusion numérique. Ça va être, pas forcément en lien avec l'illettrisme, mais cette phase de diagnostic va être également l'occasion d'identifier et de valoriser des compétences informelles. Pour donner un exemple, ça peut être l'exemple d'une jeune mère de famille qui, par la force des choses, a des compétences en termes de gestion de budget ou d'organisation qui peuvent être transférables et valorisées. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On a, nous notamment, j'en profite pour le dire, un outil qui s'appelle EVA au sein de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme qui permet justement d'identifier, de mettre en avant les compétences transverses que peuvent développer ces jeunes et ces personnes notamment, mais aussi d'identifier les problématiques qu'ils ont peut-être dans tout ce qui est lecture, écriture, calcul. Et c'est un outil qu'on met à disposition de tous les partenaires qui le souhaitent, avec l'idée qu'on puisse à chaque fois, dans le cadre de ce aller vers, ce repérage, tout de suite s'interroger sur les compétences de base pour accompagner, puisqu'on sait qu'il faut beaucoup d'accompagnement, de remotivation, mais aussi les guider pour leur dire qu'on peut réapprendre à tout âge et qu'il n'est jamais trop tard. Donc merci beaucoup à tous nos invités. On voit bien un peu cette définition du public, cette nécessité d'aller vers. Je voulais interroger la salle maintenant, puisqu'on s'est quand même beaucoup exprimé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez nous donner des exemples d'actions que vous avez mis en place sur le terrain pour se aller vers? On est là pour vous écouter aussi. Bonjour, donc Lucille Vidal du Cariforef. Moi j'avais une question pour Johanna par rapport au début de présentation, par rapport aux filles gitanes, ou même aux enfants en fait. Quand à 6 ans, on passe un peu de l'âge où il n'y a pas vraiment de cadre, à tout d'un coup, à l'âge de... Enfin, j'ai peut-être mal compris, mais à tout d'un coup, on remet des normes sociales. On sait qu'au niveau de la psychologie, il y a beaucoup de choses qui se jouent avant, après. Je voulais savoir, vous, si vous trouvez... Enfin, je vois des grimaces, mais si l'avant-après n'est pas trop rude voilà. Je comprends tout à fait le sens de votre question. Alors, c'est un cadre, au final, de laisser éclore la gitanité. C'est un cadre de socialisation. On est plus sur ce qu'on appellerait une socialisation proximale. C'est-à-dire qu'on est très très proche de l'enfant au niveau physique. Ce qu'on va encourager, c'est l'expression des émotions, etc. Et on ne va pas tellement lui dire « Mais chouchou, dis-moi ce qui ne va pas » au lieu de tout casser. Ben non, on va le laisser tout casser en fait, et puis on verra après. Et le cadre, c'est celui-là. C'est-à-dire que si je ne suis pas dans la sphère du respect, ça veut dire... C'est surtout parce qu'ils ne sont pas polluants, ces enfants. Et que rien ce qui sort de leur corps n'est polluant. Donc si ce n'est pas polluant, la pollution, c'est le désordre. Et le désordre, c'est le désordre social, sur le plan anthropologique. Et sale, donc polluant, ce qui n'est pas à sa place. Donc à partir du moment où je reste à ma place d'enfant et où j'endosse ce rôle d'enfant, donc je suis conforme aux attentes sociales
en matière et au comportement et aux attitudes, il n'y a pas de souci. Et le cadre, au final, c'est celui-là. Après, effectivement, le passage, ils vont le comprendre alors, parfois de manière assez violente, c'est vrai, puisque je ne peux plus m'adresser de la même façon aux adultes. Je me souviendrai toujours d'un petit garçon de 6 ans qui ne l'avait pas très bien compris et qui l'a compris par la force des choses par la suite, puisqu'il avait insulté son oncle et qu'en gros, il s'est mangé une claque. Et là, on lui a dit, il s'est dit, ah ouais, ça, je ne peux plus le dire. Mais ensuite, c'est parce que aussi, ils vont en même temps entrer dans la sphère de la politesse. Et c'est là aussi où ils vont faire la différence entre les différents cadres. La politesse, c'est rien d'autre qu'un outil social, et ils apprennent à se servir de cet outil social. Et la politesse, ça met aussi dans une position de dette. Et cette position de dette, en fait, c'est aussi apprendre à négocier et apprendre à se débrouiller. C'est-à-dire, tiens, je te rends un service, mais tu dois me rendre service aussi. Et ce qui se joue aussi avec ces compétences de littératie, c'est souvent ça. Et donc ça s'apprend au final petit. Donc il y a une chose que je n'ai pas dite et qui est importante aussi avec cette idée de résistance douce, c'est qu'au final, ce qu'ils apprennent, c'est à faire aussi la différence entre être gitan et faire gitan. Et ça, ils l'apprennent tout petit. Donc faire gitan, c'est jouer au gitan. En gros, être gitan, c'est savoir jouer sur ses identités et s'adapter aux situations. Après, voilà, je suis pas psychologue du tout, vous l'avez remarqué. Mais le cadre est celui-là. Il est juste différent des attentes sociales, enfin des attentes de la société environnante. Donc non, les enfants sont pas plus perturbés ou moins perturbés que les autres. Bonjour, je suis Lauriane Cotel de la médiathèque de Gignac. J'avais une question sur ces 10% de jeunes en difficulté avec les compétences de base. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage de jeunes en situation de handicap ou pas du tout? Les données ne permettent pas de savoir, d'avoir de données là-dessus. C'est vrai qu'on nous a posé plusieurs fois la question. On sait juste pour ceux qui sont en inactivité, s'ils perçoivent une aide qui relève de la santé ou du handicap, mais pour tous les autres, on ne sait pas. C'est le cas aussi pour l'Occitanie. Ce n'est pas quelque chose qui a été intégré à l'enquête. C'est dommage, mais à un moment, on ne peut pas tout demander non plus. Il faut faire des choix et on n'avait pas retenu ça. Comme pour l'Occitanie, on n'avait pas non plus les QPV. On n'a pas cette information sur le handicap. Bonjour, d'abord merci. Alors je me présente, je suis Céline Viala, je suis chargée de mission à la Croix-Rouge Insertion CAPDIF de Clermont-Lérault. Donc on est une équipe ici. Donc je suis chargée de mission de dispositif Aller Vers. Et justement je voulais faire un témoignage par rapport aux 4 années d'expérimentation du PIC compétences 100% inclusion. Donc c'était le dispositif Action Avenir qui s'est déroulé donc sur les 2 territoires de l'Hérault, sur Montpellier et sur Cœur d'Hérault. Et justement, voilà, c'est le lien important que je voulais faire par rapport justement à l'objectif de l'insertion au final, parce que nous, on est de l'univers de l'insertion socio-pro. Donc nous, c'est le dispositif Aller Vers avec mes 2 équipes. Et ici, c'est un autre CIP et il est lié avec les chantiers d'insertion. Conseil insertion pro. Oui, voilà. Merci, c'est vrai que les sigles ne sont pas forcément connus de tout le monde. Et je trouve ça super intéressant pour nous, en tout cas, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que nous, on est en difficulté, justement, que ce soit par rapport à l'illettrisme ou par rapport au FLE. Et donc, c'est vrai que sur ce dispositif Aller Vers, et en tout cas sur ce qu'on veut en faire, c'est que l'objectif, voilà, il y ait tout un parcours entre Aller Vers et justement les chantiers d'insertion qui sont pour nous une première marche pour aller vers l'insertion et ensuite rentrer sur les chantiers de Croix-Rouge. Et donc sur le dispositif Action Avenir, on avait un parcours de formation qui était justement sur une remise à niveau et où notamment il y avait des mathématiques, du français, de la culture générale aussi. Après, notre public était peut-être ciblé demandeurs d'asile et réfugiés, mais c'est vrai qu'on avait aussi pas mal de personnes en droit commun et de nationalité française. Pour nous, c'était vraiment une difficulté réelle et qu'on voit de plus en plus aussi sur les chantiers d'insertion. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Bonjour, donc moi c'est Nathalie Trovato, je suis artiste plasticienne et illustratrice. Et je m'intéresse beaucoup aux questions de transmission, éveil aux langues et tout ce qui va être de l'ordre d'entrer dans le langage et la lecture. Et je voulais rebondir sur ce que disait Johanna Rubio concernant ces jeunes filles qui écrivent des choses très intimes et qui donc ont un rapport à l'écrit. Vous parliez d'écriture ordinaire.
Et donc, il y a ce désir, en fait, qui les anime d'écrire, que ce soit au bébé dont vous parliez ou à un cousin. Et je me disais que ce rapport à l'écrit qui est animé par le désir, est-ce que justement, ce désir était plus présent dans les jeunes années de l'enfant à l'école, justement, trouver une raison d'écrire, d'apprendre à lire, si ça c'était peut-être plus fort, est-ce qu'on arriverait peut-être à des résultats moins catastrophiques au niveau de l'illettrisme, puisque quand il y a le désir, la volonté d'écrire ou de lire, forcément c'est créer des situations qui donnent envie. Alors est-ce que peut-être à l'école ces situations ne sont pas assez présentes, de donner envie par des projets, par plein d'autres choses? Voilà, je me questionne par rapport à ça. Merci beaucoup pour ce questionnement. Vous parlez des plus petits, mais j'ai envie aussi de parler des plus grands, parce que je vois Stéphane du CRIA qui hoche la tête. C'est vraiment un leitmotiv, je pense, pour beaucoup d'entre nous qui travaillons sur ces thématiques de l'illettrisme. Le plaisir à travers et retrouver en fait ce plaisir de réapprendre. On l'a avec des choses très pratiques, des choses qui nous servent au quotidien, c'est-à-dire retrouver le côté utilitaire et le côté plaisir, et pas quelque chose d'imposé. C'est souvent comme ça que travaillent les professionnels, justement, pour réapprendre. C'est vraiment... Je ne sais pas, Stéphane, si tu veux rajouter quelques éléments. Je te vois. Oui, je crois qu'on avait fait une rencontre ici même sur l'apport des approches culturelles dans cette question de la réappropriation des savoirs de base. Et cette question des entrées hédoniques dans l'apprentissage qui permettait effectivement de retravailler sur la revalorisation, l'estime de soi et aussi activer des vrais destinataires sociaux de la communication qui sont souvent les auditeurs à un spectacle ou les visiteurs d'une exposition, etc. Ou des vrais destinataires également dans l'écrit. Donc ça, c'était une entrée cruciale, souvent qualifiée de pédagogie du détour, mais qui nous paraissait curieusement très centrale pour des publics qui étaient dans une certaine fragilité et qui parfois opposaient au sens de visite, une visite des sens. Bonjour à toutes et tous, Frédéric Miquel. Je suis responsable académique du CASNAV, donc pour les jeunes allophones nouvellement arrivés, d'une part, et parmi lesquels se trouvent d'ailleurs à Montpellier, dans l'agglo, des enfants des bidonvilles, mais pas que, et d'autre part pour les jeunes voyageurs itinérants issus du voyage. A priori, dans notre mission, on doit lutter déjà contre une première représentation, une essentialisation, c'est-à-dire que tous ces jeunes seraient dans les marges scolaires, sociales. C'est vrai pour certains d'entre eux, mais pas pour tous. D'autre part, j'ai aussi la chance de pouvoir m'occuper d'une mission avec ma voisine ici, qui est spécifique à notre académie, qui s'appelle la mission académique de scolarisation des enfants gitans, de familles gitanes. Ça, c'est très important, et ce que disait tout à l'heure Johanna aussi l'est, dans la mesure où nous luttons contre l'idée selon laquelle être gitan est égal, de manière essentialisée, à être futur illettré, à être futur marginal, dans toutes les connotations négatives. Donc ça, c'est le premier point essentiel, mais c'est vrai que la question des marges, elle est essentielle pour nous, dans la lutte contre les stéréotypes, mais aussi dans la valorisation, parce qu'une marge, ça peut être beau aussi, c'est un espace de liberté, c'est un espace dans lequel on peut écrire, et la polysémie est importante à voir socialement et scolairement. Deuxième chose, oui, aller vers, comme vous le disiez, c'est aussi une de nos missions, notamment au CASNAV et dans la mission gitane, mais pas que. Aller vers, non pas pour les personnes en situation d'illettrisme, mais avant. On n'est pas dans les 18-24 là, même si c'est aussi parfois notre public et notre horizon, mais pour les jeunes qui ont déjà moins de 16 ans, âge de la scolarité obligatoire, et entre 16 et 18 ans. Et aller vers, c'est très important. On se rappelle toujours qu'un jeune passe 17 à 20% de son temps éveillé à l'école. Donc on enlève les vacances, 17 à 20% de son temps éveillé à l'école, c'est beaucoup et pas beaucoup. On a toujours l'impression qu'on passe sa vie à l'école, mais non. Ça veut dire qu'on passe 80% à l'extérieur et que cet aller vers, pour nous, il est consubstantiel au lien que nous avons avec les partenaires. Les premiers partenaires font partie de la communauté éducative, ce sont les parents, l'alliance éducative. C'est le
l'alpha et l'oméga de notre travail. On ne peut pas évoluer juste par des dispositifs, des organisations didactiques, pédagogiques. Il faut tout à fait que les convives soient présents au repas. Donc l'alliance éducative est essentielle. Alliance avec les partenaires. Et c'est pour ça que cette journée, elle est géniale pour nous aussi, pouvoir vous rencontrer ou pour poursuivre nos liens avec les collectivités et avec les associations. Donc n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de nous. Le CASNAV et la mission gitane sont là, et puis les collègues vont aussi ajouter leur mission. Et enfin, oui, le plaisir d'apprendre, c'est un levier essentiel, mais pas que pour les jeunes en difficulté ou en précarité, pour tout le monde, même pour les jeunes les plus lettrés, que l'éducation ait un sens, qu'à l'école on écrive pour aussi développer son imagination, son désir d'être un véritable sujet et pas un objet, c'est essentiel. Je pense juste, et je terminerai par là, à l'expérience que j'ai eue il y a 2 jours avec des collègues d'Agde qui m'ont montré un poème écrit par une jeune gitane qui a remporté le prix Mathia Eckhart, qui est un poème dans le style poésie malgré tout, suscité par le professeur, et c'est un prix international. C'est une jeune gitane d'Agde, donc gitane ou pas, on s'en fiche finalement. En tout cas, c'est une jeune scriptrice qui peut-être peut donner un éclairage sur ce qui est bon pour tout le monde. Merci pour ce témoignage. Oui, bonjour, Émilie L'Huillier, donc je suis éducation nationale aussi, hein, et je vais simplement compléter ce qu'a dit Frédéric, aussi pour rebondir sur cette idée de plaisir d'apprendre et comment dire, la fracture qu'il peut y avoir parfois entre une socialisation de l'écrit dans l'école et une socialisation de l'écrit à l'extérieur de l'école. On l'a entendu beaucoup ce matin. Nous, c'est vrai qu'à l'Éducation nationale, on travaille ce sujet et on essaie de proposer aussi des socialisations de l'écrit qui vont davantage vers, hein, comme on l'a dit. Je voulais donner un exemple très concret autour de Béziers. Il existe un petit concours d'écriture qui est organisé par l'Éducation nationale, qui est beaucoup porté par les professeurs documentalistes du secteur. Et ce concours d'écriture, il a comme particularité qu'il a pour jury des élèves, des parents d'élèves, des professeurs, mais aussi des agents d'entretien, des administratifs, etc. Bref, tous les gens qui composent la communauté scolaire, pour essayer de faire rapprocher ces univers. Et c'est très intéressant de découvrir lors des rencontres du jury du concours, eh bien, les échanges qu'il peut y avoir entre ces différents acteurs qui arrivent en disant « mais moi j'ai préféré ce texte » et moi j'ai préféré cet autre texte. Et entre les textes que les enfants ont préférés et puis les textes que les professeurs ont préférés, il y a parfois un écart très important. Et ce qui est intéressant, c'est le rapprochement que ça permet, le rapprochement culturel, voilà, pour aller vers cette socialisation de l'écrit qui soit davantage inclusive au sens large du terme, on va dire. Merci. Merci encore à vous 5 pour cette belle table ronde qui était variée dans ses approches et donc qui ouvrait plein de fils qui, j'espère, vous a fait aussi découvrir des éléments.